2 secondes. Dans la petite salle d'audience, Brigitte Leclerc attend la mort, mais celle-ci ne vient pas. Il faudrait qu'elle appuie sur la détente. Elle sent la chaleur du canon pointer sur elle, mais les images de sa vie défilent toujours sous ses yeux et la paralysent. Le récit a fait un nouveau ricochet. 3 mois se sont écoulés depuis qu'elle est sortie de prison. 3 mois dont elle n'a pratiquement pas de souvenirs, jusqu'à ce détail anodin. Il est tard. Elle est au lit dans l'appartement de la rue La Jeunesse lorsque Karl Leclerc rentre de travailler. En passant devant la porte de sa chambre, il murmure: Ça va, Julie? Tu as eu une bonne journée. Karl s'éloigne sans attendre la réponse. Il dort déjà lorsqu'il se glisse entre les trois froids du lit dans la chambre voisine. Brigitte n'a pas relevé la méprise. Pour son père, elle est devenue Julie, même si elle n'a pas encore décroché un poste dans une garderie. Et pour cause, Brigitte n'a pas l'âme d'une puéricultrice. Elle résiste à se présenter dans un des CPE où elle a maintenu des dossiers actifs pendant qu'elle était en prison. Elle veut bien que son père l'appelle Julie, même en privé. Elle veut bien utiliser les cartes de crédit de sa sœur et elle veut bien faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais elle s'imagine mal passer des journées entières accroupie devant des enfants pleurnichards. Le projet de Karl a donc échoué. Brigitte est devenue Julie, mais seulement pour la fin. L'affaire était prévisible. Karl Leclerc n'est pas un homme sans histoire. C'est un petit truand. Officiellement, il est barman à l'hôtel Intercontinental où il passe le plus clair de ses nuits. Mais le jour, il achète et revend tout ce qui lui tombe sous la main. Ce n'est pas pour mal faire, plutôt pour ne pas penser. Depuis la mort de sa femme, il achète des amplis et des ordinateurs volés qu'il revend à des jeunes en prenant une cote. Il court les bazars et les marchés aux puces. La nuit, lorsqu'il est derrière son bar, il y a toujours un client pour lui souffler qu'un stock d'ordinateurs est arrivé à tel endroit et qu'il y a un bon deal à faire. Karl Leclerc est toujours preneur. C'est une vraie manie chez lui. Pendant que Brigitte était en prison, il en a profité pour diversifier ses activités. En plus du matériel électronique et des amplificateurs, il trafique des cartes de crédit. L'idée lui est venue alors qu'il préparait la sortie de prison de Brigitte. Comme il voulait lui refiler l'identité de sa sœur, il a maintenu les cartes bancaires de Julie sous respirateur artificiel en achetant des tas de choses à son nom. À la fin de chaque mois, il remboursait scrupuleusement les soldes, mais se retrouvait avec des vêtements et des bijoux dont il ne savait que faire. Un jour, il décide de les écouler avec les amplis, les guitares et les ordinateurs. Ce petit commerce rapporte un franc succès. Au bout de quelques semaines, on lui réclame plus de vêtements que de gadgets électroniques. Il se rend alors compte qu'il y a une petite fortune à faire. Le problème, bien sûr, c'est qu'il ne fait pas d'argent. Pour l'instant, il doit rembourser les soldes des cartes de juillet. L'idéal serait de ne pas avoir à payer ses achats tout en continuant à les revendre. Un soir, Carl rencontre un type au bar à l'hôtel Intercontinental, un informaticien fauché qui connaît une combine sans faille pour frauder les compagnies de cartes de crédit. Carl flaire la bonne affaire. L'informaticien ruiné n'a pas de nom. Il refuse de lui en donner un. Il n'a qu'une adresse Internet, moyennant une petite avance. Il s'engage à lui faire parvenir des codes lui permettant d'accéder à des comptes de cartes de crédit. L'homme sans nom doit aussi fournir les numéros de carte d'identité correspondants. Il y a une procédure à suivre. Si on suit les règles, on n'y verra que du feu. Carl est tenté par l'aventure. L'homme à l'adresse Internet continue de venir boire un scotch les vendredis soirs, un bar de l'Intercontinental. Il n'a jamais cessé d'envoyer des codes contre les petites avances que Carl lui refile dans des enveloppes. Celui-ci pose le moins de questions possible, mais l'informaticien lui donne des conseils quelquefois. Il est préférable d'acheter des petits objets de luxe, par exemple, ou encore les bijoux sont au goût du jour. Suivant ses recommandations, Carl se spécialise dans le commerce des montres de luxe.
L'idée lui est venue un soir où le bord de l'Intercontinental était bondé de touristes chinois. Vendre des montres suisses de contrefaçon à des Chinois de passage l'amuse beaucoup. Les copies sont justement fabriquées en Chine, mais pour une raison qui lui échappe, il adore les acheter ici. En se spécialisant ainsi, Karl Leclerc fait beaucoup plus d'argent. Il raffine bientôt son escroquerie et achète des dizaines et des dizaines de Rolex avec de fausses cartes. Cette réorientation majeure de son commerce illicite passe inaperçue dans le logement de la rue de la Jeunesse. L'appartement croule toujours sous les amplis, les guitares et les vieilles télévisions. Mais il s'agit là d'un paravent. Le cash, c'est les montres. Il les garde bien à l'abri dans un coffre dissimulé au sous-sol. À sa sortie de prison, Brigitte a du mal à s'ajuster. L'idée de porter le nom de sa sœur la paralyse et Karl le voit bien. Plus jamais on ne parle de garderie à la maison. Brigitte a de quoi s'occuper de toute façon. Elle prépare les repas, fait la lessive, fait le ménage. Des corvées auxquelles elle se plie dorénavant avec plaisir. Les choses ont changé et sa relation avec son père a évolué. L'indifférence a fait place à la connivence. Eux qui avaient du mal à échanger deux mots sont devenus intarissables. Ils rigolent ensemble, s'attendent à table, sortent régulièrement au restaurant. C'est lors d'un de ces soupers que Karl lui parle du système de fausses cartes qu'il a mis au point avec l'homme à l'adresse Internet. Karl vante les mérites de cette combine qu'il a eu le temps de mettre à l'épreuve depuis 2 ans. Jamais il n'a été inquiété par les agences de recouvrement. Il fait les montres de luxe depuis un moment. Il existe toutefois un joli marché pour les bijoux. Il suffirait d'élaborer un stratagème pour les acheter avec de fausses cartes de crédit. Brigitte est séduite par le marché que lui propose Karl. Elle a envie de faire équipe avec lui. Découvre-t-elle ses lases de la combine. Elle admire son imagination, sa vivacité d'esprit, son aplomb. Grâce à lui, elle échappe à l'ordinaire au réel. Tous les jours, elle a une nouvelle identité, celle qui vient avec les cartes et les papiers que son père lui procure. Un jour, elle est Michel, le lendemain Eugénie et le surlendemain Béatrice. Ces femmes plus éphémères les unes que les autres ne peuvent pas se ressembler puisqu'elles ont des noms et des statuts différents. Brigitte doit donc créer des personnages qui lui faut vêtir et coiffer. Elle doit inventer des scénarios aussi. Béatrice achète une chaîne en or pour l'homme de sa vie, celui qu'elle a épousé il y a 1 an. Eugénie achète un collier sorti de diamants avec l'héritage qu'elle a reçu de son père. Michel a pour sa part un faible pour les bagues. Elle peut hésiter une journée entière avant d'acheter celle qui lui plaît vraiment. Le bijoutier exaspéré ne pose pas de questions lorsqu'elle se décide enfin. La carte qu'elle lui présente est certifiée platine. La transaction passe comme une lettre à la poste. Karl Leclerc est ravi du travail de sa fille Brigitte, a une assurance et une élégance innée. Elle peut se présenter chez les grands couturiers et les bijoutiers célèbres sans se faire remarquer. Prudente, elle porte une attention maniaque aux moindres détails. Les jeux de rôle lui sont à merveille. Fier du talent de sa fille, Karl décide de lui enseigner les rudiments de la fraude. Première règle, ne jamais laisser de traces derrière soi. Deuxième règle, en dire le moins possible et toujours garder une carte dans sa manche. Comme Brigitte apprend vite, le chiffre d'affaires grimpe rapidement. Elle s'appelle tour à tour Raphaël, Fanny, Ingrid, Delphine, Charlotte. Et elle a du goût. Un goût exquis pour les bijoux auxquels Karl ne connaît rien. Qu'importe, il écoule tout ce qu'elle lui ramène. Il est très populaire auprès des touristes du bord de l'intercontinental. À la veille de leur départ, plusieurs d'entre eux cherchent à se débarrasser des dollars canadiens qui leur restent. Karl leur offre des bijoux et des montres de toutes sortes à des prix qui défient la concurrence. Ce nouveau négoce
qui l'a mis sur pied avec sa fille, l'a requinqué. Il a rajeuni, a perdu sa tristesse, dort et se nourrit mieux, échafaude des plans et passe le plus de temps possible avec Brigitte. Il la trouve évidemment de plus en plus belle. Pour incarner tous ces personnages, Brigitte soigne son allure, porte des vêtements griffés, des chaussures et des accessoires de star et change constamment de coiffure. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Parfois, Karl se pince en l'admirant. Brigitte est devenue le centre de son existence, le projet de sa vie, ou du moins des 5 prochaines années, le temps qu'elle se réhabilite aux yeux de la cour et de la société. Quelqu'un trouve la porte de la petite salle d'audience. Brigitte lève les yeux. Une voix féminine retentit. Oh mon Dieu! La porte se referme aussitôt. Brigitte sait que le temps lui est compté. Elle a reconnu la tête poivre et sel de la greffière. Affolée, celle-ci ne tardera pas à donner l'alerte. Pourtant, Brigitte ne parvient pas à presser la détente. Elle se revoit à l'époque où elle changeait d'identité tous les jours. Elle se prénommait alors Clotilde, Iris et même Gervaise. Mais à jouer ce jeu trop longtemps, on se lève un jour et on n'est plus personne. Brigitte est riche. Elle a tout ce qu'elle veut. Ses moindres caprices sont exaucés, mais elle n'existe pas. N'être personne est une sensation étrange. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et bien sûr, elle ne s'amuse plus. Changer d'identité est devenu routinier. Sa vie, si imprévisible auparavant, lui paraît affreusement prévisible maintenant. Et puis, à force d'acheter et d'acheter, on finit par ne plus rien désirer. Elle a tout ce qu'elle souhaite, sauf l'essentiel, une identité. Elle ne voudrait cesser de tricher et marcher droit. Elle s'est engagée à le faire en sortant de prison. Brigitte confie son désarroi à son père, mais Karl ne comprend rien à rien. Selon lui, ce qu'ils font, c'est pour son bien. Pourquoi parle-t-elle de marcher droit tout à coup? Ils font une équipe du tonnerre. Et le temps file. Bientôt les 5 années seront écoulées. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir de plus? Être quelqu'un et maintenant lui fait-elle comprendre être une seule personne, moi, et le plus tôt possible. On veut toujours être quelqu'un d'autre, lui répond-il désemparé. Mais son malaise est bien réel. Depuis quelque temps, Brigitte rêve d'avoir une vraie histoire. Elle rêve d'être Julie pour vrai. Alors discrètement, elle ressort le diplôme de sa sœur et le livre de Françoise Dolto, lorsque l'enfant paraît. Puis elle retrace les demandes d'emploi faites par son père au nom de Julie pendant qu'elle est en prison. Une de ces garderies l'intéresse particulièrement. Tu veux vraiment travailler dans une garderie. Te fendre en 4 à longueur de semaine pour 300 à la rue de l'Or, alors que tu peux en gagner 10 fois plus sans te fatiguer. Je veux être quelqu'un, insiste-t-elle, je n'ai plus envie d'être personne. Karl Leclerc est incapable de refuser quoi que ce soit à sa fille. Et après tout, c'était son idée au départ. Si Brigitte veut vraiment être Julie, pourquoi s'y opposerait-il? D'autant que le dossier a été réactivé. Elle peut très bien se débrouiller seule dans ses magouilles. Brigitte a mieux à faire de sa vie. Elle se prépare à sa nouvelle carrière en relisant le livre de François Dolto. Elle s'habitue doucement, mais résolument, à l'idée qu'elle est devenue Julie. Pour cela, elle doit penser et agir comme elle. Le jour de l'entrevue, Julie opte donc pour une robe toute simple, sans flafla, des talons plats et un sac à dos. Elle ne s'est pas maquillée et a noué négligemment ses cheveux. À la voir, on dirait une jeune diplômée honnête et consciencieuse. Cette nouvelle Julie tient à être impeccable pour sa rencontre avec le comité de sélection de la garderie où elle postule. Mais première surprise, il n'y a pas de comité de sélection. Gilbert Bois, le directeur du CPE, est seul à la recevoir et à l'interroger. Julie a apporté son diplôme qu'elle a dessiné dans le livre aux pages cornées de François Dolto. Elle le dépose sur le coin du bureau et n'y prête aucune attention. Il la dévore les yeux. Plutôt que de battre en retraite, comme l'aurait fait Julie, Brigitte reste là, bien calée dans sa chaise. Elle croise les jambes en plantant son regard dans celui de l'homme. Elle comprend instinctivement que le directeur de la CPE cherche à la séduire et sans savoir pourquoi,
Elle a le réflexe de monnayer. Sous son épaisse chevelure d'adolescent, Gilbert Bois sourcille. La jeune femme est plus délurée qu'il ne l'aurait cru aux premiers abords. Elle ne repousse pas ses avances, elle les encourage même, en le fixant d'un sourire engageant. Julie semble lui signifier qu'elle est libre. Si c'est le prix payé pour décrocher l'emploi, elle ne s'en ferait pas de scrupules. Persuadé qu'il l'a charmée, Gilbert Bois se gonfle d'orgueil, et en avant même que l'entrevue ne soit terminée, il lui confirme qu'elle a le poste. Sauf que Julie est déçue. Déçue par cet homme et par ses manières. Elle croyait que des histoires comme celle-là n'arrivaient qu'en prison. Le livre de Françoise Dolto ne lui a donc été d'aucune utilité. À preuve, dès son embauche à la garderie, elle est reléguée aux tâches ménagères. Cela fait partie de son intégration, lui dit-on. La rumeur circule déjà. Julie Sange couche avec le directeur qui, c'est bien connu, est un tombeur impénible. Lorsque les enfants dorment, les éducatrices ne parlent que cela. Elles en parlent gravement comme si la sécurité de l'établissement était compromise. Et puis les choses se gardent. Au bout de 2 semaines, Julie Sange est ostracisée. Elle n'est plus personne dans ce CPE, où elle avait tellement souhaité devenir quelqu'un, elle est moins que rien. Un mois après son embauche, Gilbert Bois se voit dans l'obligation de la congédier. Elle n'a pas le choix. Son propre poste est en jeu. Il doit se soumettre à la demande des éducatrices, sinon le syndicat menace de s'en mêler. Désemparé, il lui dit qu'il l'aime, qu'il ne peut plus se passer d'elle et qu'il y a peut-être une solution. Elle l'envoie promener, mais il insiste en lui proposant de l'argent. Pas mal d'argent. Comme c'est, malgré tout, un bon amant, elle promet d'y réfléchir. À ce point, Brigitte abandonne toute velléité de devenir éducatrice. Les CPE sont à ses yeux comme la prison. Il y a ceux qui paient pour le sec et il y a ceux qui le vendent. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Devant une réalité aussi décevante, à quoi bon vouloir devenir quelqu'un? Autant rester personne. En tant que directeur d'un CPE, Gilbert Bois dispose d'une enveloppe discrétionnaire. Pas une fortune, mais assez d'argent pour donner à Brigitte, devenue Julie, l'impression qu'elle travaille, qu'elle gagne sa vie de façon régulière. C'est du moins ce qu'elle dit à son père. Carl Leclerc n'y voit que du feu. Elle se laisse séduire par son ancien patron. Elle baisse la garde. Il dit qu'il l'aime comme un fou et qu'il est prêt à tout pour elle, même à piger dans la caisse de la garderie. Il est beau, il est tendre. Grâce à lui, elle a l'impression d'exister, d'être enfin une femme. Elle est momentanément aveuglée jusqu'à ce que tout éclate, que l'impensable se produise comme il se produit toujours. Julie a quitté la garderie depuis 2 mois, mais il n'a pas cessé de voir Gilbert Bois. 2 fois par semaine, il passe quelques heures dans une chambre de motel anonyme sur une grande artère commerciale. Ce jour-là, elle est fidèle au rendez-vous. Elle attend dans la chambre, mais Gilbert n'arrive pas. En réalité, le directeur du CPE, où elle a si brièvement travaillé, est sur la sellette dans l'embarras. Elle a dépensé tout l'argent de son enveloppe. Il a dépensé tout l'argent de son enveloppe discrétionnaire sans aucune justification. Les soupçons de relations extra-conjugales planent et son conseil d'établissement lui demande des comptes. La femme de Gilbert Bois a été mise au courant de l'affaire. Son mari, qui a promis mère et monde à Julie, s'empête dans ses mensonges. Il finit pour avouer que l'argent de la garderie a servi à payer les services sexuels d'une prostituée. Poussé dans ses derniers retranchements, il dénonce Julie. Carl Leclerc est consterné lorsque Brigitte lui raconte cette histoire. Je pensais que c'était une vraie job avec des gens honnêtes. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Mais crois que je me suis trompée. Tu n'as pas l'air sûr. Brigitte le regarde de biais. Tout le monde triche, tout le monde ment. Carl ne se contente pas de ses arguments. Il connaît sa fille. Tu l'aimes. Je l'ai aimée 10 ans. Depuis que tu es sortie de prison, tu as tout fait pour te racheter. Tu as été parfaite et il fallait que tu tombes sur ce fort bas. Jamais Brigitte n'a vu son père dans cet état. Il crie, il postillonne. Il en veut à cet homme qu'il ne connaît pas, mais il accuse d'avoir abusé de sa fille. C'est en fait une crise de jalousie. Il en viendra au point, s'il le rencontrait, s'il se trouvait face à face avec lui,
surtout lorsque Brigitte lui avoue. Il m'avait promis de divorcer. Il voulait que je devienne sa femme. Ils disent tout ça. Voici fertile. Au bord de l'Intercontinental, j'ai entendu cette sonnette 10 000 fois. Le type qui est avec sa maîtresse et qui promet de divorcer. Je ne peux pas croire que tu es tombé dans le panneau. Elle a fait un faux pas, un autre, mais il peut encore se racheter. Au fond, c'est Julie qui est accusée de prostitution dans cette affaire, pas Brigitte. Elle peut encore espérer d'obtenir son pardon et recommencer sa vie. Son père en convient et se calme. Cette erreur de parcours ne devrait pas faire dévier Brigitte de son grand objectif, puisqu'elle n'est pas vraiment en cause. C'est alors que Carl Leclerc pense à Denis Brown. L'avocat fréquente le bar de l'hôtel Intercontinental depuis plusieurs années. Il lui a vendu des montres suisses, des chaînes en or et des téléviseurs. Maître Brown, qui sait tout de son commerce de cartes de crédit, en profite allègrement. Brigitte n'est pas certaine que Julie ait besoin d'un avocat, mais son père insiste. Pour s'extirper d'un mensonge sans trop de casse, il faut meilleur menteur que soi. Denis Brown est un bagarreur. L'avocat à l'allure peu flatteuse a mené plus d'un combat de ce genre au cours de sa carrière. Carl Leclerc parvient à l'embaucher sans trop de difficulté. La petite guerre qui se prépare sans même l'exister. Le conseil d'établissement de la garderie a mis le paquet. Gilbert Bois a été démis de ses fonctions. Et pour donner l'exemple, les bien-pensantes et les bigotes réunis en conseil d'administration décident d'amener l'affaire devant les tribunaux. Julie Sange sera également traduite en justice pour prostitution. L'affaire s'annonce longue et tordue. Carl Leclerc cherche à nouveau à sauver sa fille, mais il a aussi ses raisons de s'engager ainsi. Si l'affaire venait à dégénérer, quelqu'un pourrait mettre le nez dans ses combines. Une enquête et un procès seraient dévastateurs. Il faut gagner du temps, beaucoup de temps. Repousser l'échéance tant et aussi longtemps que possible. Et ça, Maître Brown sait y faire. Brigitte se laisse finalement convaincre. Elle prendra l'avocat que son père lui propose. De toute façon, ce n'est pas elle qui est accusée, mais Julie. Ultimement, son objectif demeure d'obtenir le pardon de la Cour et de recommencer à zéro une fois pour toutes. Maître Denis Brown rencontre donc Julie Sange en tête-à-tête. A priori, l'affaire semble plutôt simple, mais pour défendre Julie et pour que l'affaire se perde dans des dédales inextricables, ce qui est l'objectif souhaité, l'avocat doit tout savoir de Brigitte, connaître ses zones d'ombre, ses secrets, le casier judiciaire qu'elle veut tant effacer, les vols d'identité, surtout le détail de tout ce qu'elle a fait avec Gilbert Bois. Denis Brown aime les détails croustillants et il aime aussi parler d'argent. Les frais d'avocat pour une telle entreprise vont être considérables. Une procédure s'étalant sur quelques années coûte horriblement cher et il y a toujours moyen de s'arranger, rester longtemps. Quelques jours plus tard, Denis Brown invite Brigitte à son lot, devant le canal de la Chine, afin d'approfondir la question. D'emblée, elle se rend compte que son nouvel avocat a un point en commun avec Gilbert Bois. Il veut coucher avec elle. Brigitte éveille chez lui un désir incoercible. Il n'a jamais ressenti une sensation pareille auparavant. Les frais judiciaires seront donc négociés à l'horizon. Qui est le client de qui? Personne n'ose poser la question, mais l'un et l'autre s'entendent rapidement sur un point. À partir de maintenant, ils seront amants.